coup, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Il y a full, c'est cool. Euh, donc, je vais pas me présenter. Je crois que tout le monde connaît. C'est pas, on s'en fout un peu. Donc, on va passer au. Ah oui, ça c'était le truc que j'étais censé vous donner avant la formation. Donc, on va s'en ficher un peu. En gros, ça dit si vous voulez faire le workshop après, parce qu'après on va coder tous ensemble pour mettre un peu les mains dans le cambouis. Il faudrait avoir Haskell d'installer, donc GHC en particulier, Stack pour ceux qui ont des vrais OS. Euh, si vous avez des PC sur vous, faites-le. Si vous en avez pas, on verra ça, tout ça au workshop. Et donc voilà, on s'en fiche. Avant qu'on commence, si vous voulez avoir une copie des slides chez vous, ils sont disponibles là. Et j'ai mis tout le code des slides, le code des exemples et le code de tout ce qu'on va faire au workshop dans un Darks dans les internets. Donc en gros, si vous allez sur la deuxième URL, vous allez voir tout le code que vous voulez. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vais prévenir, ça va être... ça s'appelle formation, mais ça va être en gros un énorme talk. Ça va être long, ça va être difficile, vous allez vous bouffer plein d'infos. Donc à tout moment, si vous avez une question ou un truc comme ça, vous criez, vous levez la main et puis on répondra à la question. Parce que en fait, si vous êtes largué à un slide, je pense que vous n'allez pas pouvoir suivre le reste. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. On va pas faire de séance de questions tout à la fin parce que sinon, en gros, la question ça va être au slide 2, j'ai pas compris. Voilà. Donc voilà, vous m'interrompez. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc on va parler d'Haskell. Donc je vais vous montrer les bases, pourquoi on en fait, qui en fait, comment on en fait, ce genre de choses. Je vais vous montrer le langage en lui-même. Je vais vous montrer quelques features qui sont vachement cool dans le langage. Je vais vous faire tout un exemple d'application commentée. Donc on va coder un parseur de JSON. Et après, pour ceux qui sont chauds, on va faire un workshop en 106 et on va coder divers trucs. Il y a plein d'exercices et tout. J'ai préparé ça pour que ça aille à tous les niveaux, quoi. Ceux qui ont déjà fait du Haskell pourront le suivre aussi. Voilà. Alors, on va commencer par une petite image. J'aime bien cette image parce que ça montre bien comment tout le monde voit les gens qui font du Haskell. Oui, j'ai un bip bip, hop. Donc c'est là. Donc pour les gens normaux, entre guillemets, les gens qui font du Haskell font des maths bizarres sur tableau. C'est vrai, c'est très vrai. Les gens qui codent sur Haskell et qui codent avec Haskell, la plupart du temps, ils sont sur papier en train de résoudre des problèmes de type. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais il y en a énormément qui le font. Donc ça, c'est un truc subtil pour vous dire que, attention, je vais vous casser le cerveau dans une demi-heure. Voilà. Ça, c'est un classement qui se base sur GitHub, sur le nombre de projets et le nombre de stars par projet, qui représente en quelque sorte la popularité des langages à l'heure actuelle. Donc on voit bien qu'ici, il y a des trucs genre ActionScript, Scilab et tout, blablabla. Tout en haut, il y a JavaScript, évidemment, tous ces trucs-là, et Haskell, il est là. Donc on peut voir que c'est un langage assez populaire, mine de rien. Il n'y a pas beaucoup de... L'écosystème est encore moins développé que celui de JavaScript, ou de C++, ou de Ruby, Python, n'importe quoi, parce qu'il y a tout simplement moins de gens qui font du Haskell. C'est pour ça. Mais vous regardez sur les énormes projets GitHub en Haskell, il y a beaucoup de contributeurs, tout le monde est très actif. La communauté est vraiment grande, vraiment géniale, vraiment dynamique. C'est des gens cool. Ils ont tous de la barbe, mais c'est des gens cool. Donc voilà pour un peu le contexte rapport aux autres langages. C'est marrant, Makefile c'est un langage, j'ai jamais remarqué. On s'en fout. Ça c'est un petit XKCD. Je l'aime bien aussi parce que on voit bien que c'est assez réaliste en fait. Par exemple en Java, dès qu'on apprend les design patterns, on se sent tout de suite très très chaud alors qu'en vrai ça sert à rien. Comme l'orienté objet d'ailleurs.
Pareil en Python, décorateur, test unitaire, PHP, voilà. Et par exemple, en Haskell, ça fait mal au début, puis ensuite ça fait mal, puis là ça fait mal aussi, puis là ça continue à faire mal, mais en attendant, on est ultra productif. Et ça, c'est carrément vrai. Je vous mettrai quelques petits liens sur des talks. Il y a des gens qui ont pris le pari dans leur startup ou n'importe quoi, qui ont dit vas-y, je vais tout faire en Haskell. Et la plupart bon, soit leur startup a coulé, mais ça, c'est pas uniquement à cause d'Haskell, soit ça s'est très bien passé, et il y en a beaucoup qui en parlent dans divers talks, à divers meet-up. Et c'est vachement intéressant parce que d'un côté, les gens qui conçoivent Haskell lui trouvent tout plein de... Enfin, un mec qui code dans GHC, donc qui est le compilateur Haskell principal, il va toujours dire ouais, GHC c'est trop bien parce qu'on fait du linking statique, blablabla. Personne ne comprend rien évidemment. Alors qu'un mec qui l'a utilisé en industrie va dire ouais, Haskell c'est bien parce que quand je veux mettre en prod, alors je peux faire comme ça, 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 ça. C'est tout de suite plus compréhensible. Donc je vous invite à aller voir plutôt des talks type industrie plutôt que des talks type recherche, parce que les talks type recherche, bah, bon, faut s'accrocher quoi. Voilà. Donc, pour parler du contexte, Haskell, c'est basé sur la recherche. Donc, c'est fait par et pour des chercheurs originellement, et très récemment, ça a été utilisé en industrie. Mais vraiment très récemment, ça doit faire une dizaine d'années maximum que Haskell s'est utilisé dans l'industrie. C'est vachement utilisé à Facebook et à Microsoft, bizarrement. C'est dur à apprendre, très très dur à apprendre, ça met du temps, et c'est pas si populaire. Pas si populaire comparé, évidemment, à tous les énormes diplodocus style Ruby ou style Python ou C même. Donc voilà, faut être préparé. Ce que vous allez apprendre sur votre CV, ça brille pas tant que ça, si vous apprenez Haskell. Pour la petite histoire, c'est basé sur le lambda calcul de Church. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà entendu parler de machine de Turing? Ouh, c'est la fête. Bon alors, les machines de Turing, c'est une manière de décrire des programmes. En très très gros, JP ne me tape pas s'il te plaît. Le lambda calcul, c'est une autre manière de décrire des programmes. Et les deux sont équivalents au passage, mais ça on en parlera plus tard. Donc c'est basé sur ce truc-là, de la même manière que C est basé sur les machines de Turing, ou les machines de von Neumann pour ceux qui sont pointilleux. Ça vient de Lisp pour la partie fonctionnelle. Donc s'il y a des gens qui ont déjà fait du Lisp, vous n'allez pas forcément être dépaysés. Et ça a été créé en 90 par plein de gens qui se sont dit venez, on va créer un super langage de hipster, et voilà. Donc ça vient du MIT, de Chalmers, de Cambridge, voilà, que des universités de hipsters. Et ça vient de Miranda, qui est un truc que je ne connais pas du tout. J'ai jamais codé en Miranda, mais c'était un truc qui ressemblait à l'époque à peu près à Haskell, vite fait. Ça implémentait du lambda calcul d'ordre supérieur. Bref. Me posez pas de questions sur les trucs genre lambda calcul et tout, parce que sinon on n'a pas fini. Mais je pourrais y répondre après. Où est-ce que c'est utilisé? C'est utilisé en recherche, évidemment, surtout en recherche portant sur les langages de programmation. C'est un peu utilisé en tant qu'exemple exemple vivant de ce qui peut se faire en recherche en langage de programmation. C'est utilisé en web, et ça poutre, en programmation back-end, en programmation front-end, en système programming, bizarrement. Il y a un gestionnaire de paquets sous Arch Linux qui est codé en Haskell et qui est vachement bien. Il y a des gens qui font des jeux avec. Alors ça je comprends pas parce que c'est ingérable. J'ai déjà essayé, c'est relou. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Et Frag, c'est un FPS qui tourne super bien, qui a été codé from scratch en Haskell. Et c'est un mec qui a présenté ça pour sa soutenance de thèse. Voilà. Il s'est dit ouais les gars, regardez, j'ai codé Doom en Haskell. Voilà. Il y a des gens qui font des apps desktop avec. Donc il y a un gestionnaire de fenêtres Xmonad. En JSON, c'est bon. C'est codé en Haskell. II, c'est un éditeur de texte qui est
plus ou moins bien, c'est un éditeur de texte quoi. Et il y a des gens aussi qui font de la preuve assistée par ordinateur, donc s'il y en a qui connaissent Coq, bah Agda c'est mieux. Voilà. Des questions jusque-là? Non? Très bien, super. N'hésitez pas à crier, hein, parce que je vous vois pas. Donc, voilà. Ça, c'est les trucs que les gens ils vendent quand ils vendent Haskell. Je vais vous les vendre aussi, parce que je savais pas trop comment aborder le truc. Donc c'est pur, c'est fonctionnel, c'est typé statiquement, c'est paresseux, et c'est swag. Mais le plus important, c'est que c'est swag, évidemment. Je vais expliquer chacun de ces points, un à un, en vous donnant des exemples, et en vous expliquant pourquoi c'est une feature qui est intéressante à avoir dans un langage de programmation, et pourquoi c'est aussi une feature qui peut être intéressante à ne pas avoir. Parce que c'est assez important. Le but ce soir, je ne vais pas faire que vous vendre Haskell, je vais aussi ne pas vous le vendre, et vous montrer qu'il y a des endroits où c'est pas du tout utile comme langage, et où ça vous embêtera plus qu'autre chose. Donc, on va commencer. C'est purement fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? En théorie des langages de programmation, on dit qu'un langage est pur s'il ne peut pas avoir de side effect. Ça veut dire que si vous évaluez une valeur, ça ne va pas modifier de fichier, ça ne va pas faire de l'IO, ça ne va pas appeler des trucs sur le réseau, ça ne va rien faire. Ce qui veut dire qu'en fait, on a ce qu'on appelle la transparence référentielle. Ça veut dire que si on appelle une fonction avec les mêmes arguments, alors on aura les mêmes résultats à tout instant T. Ce qui est vachement bien, vous vous en doutez, parce que par exemple en C, si vous appelez une fonction, si votre fonction fait de l'IO, par exemple, votre fonction pourrait être bloquante alors que vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'en C, on a des sequence points et en Haskell, on n'en a pas. Vous savez, c'est quoi les sequence points? Ok, bon, je vous expliquerai ça plus tard. Donc, bref, c'est un des trucs qui fait que C, ça pue et qu'on n'a pas en Haskell. Parce qu'on interdit de faire de l'IO en secret. Donc si vous avez une fonction qui fait des additions, votre fonction fera que des additions. Elle ne fera pas autre chose. Ça va pas, je sais pas, ça va pas détruire votre disque dur au passage, quoi. Donc il n'y a pas de variable globale. Vous n'avez pas d'histoire de lock, de trucs comme ça. Vous pouvez pas mettre genre des variables statiques dans tous les sens et puis avoir des problèmes parce qu'il y a des bouts de votre runtime qui vont modifier des variables statiques et vous le savez pas. Non, tout ça vous pouvez le contrôler. Et de base, vous pouvez pas le faire. Si vous voulez le faire, c'est qu'il faut activer plein de trucs différents. Et donc c'est que vous êtes un power user et que vous savez ce que vous faites. Parce que des fois, évidemment, on en a besoin. Et il n'y a pas d'ordre imposé sur l'évaluation. C'est-à-dire que quand vous appelez f de A et B, donc une fonction qui prend deux arguments, sémantiquement, c'est juste f à B. C'est pas f de l'évaluation de A et de l'évaluation de B. Et je ne sais pas si je suis clair. Il n'y a pas vraiment d'ordre imposé d'évaluation. Ça veut dire que si vous avez... c'est le meilleur exemple que j'ai en fait. Ici, si vous appelez f de x, x ne sera pas forcément évalué avant f. C'est sémantiquement f de x, c'est f de x. Mais d'un point de vue... c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... ouais, x faut qu'il soit évalué, faut qu'il s'évalue à tel truc, blablabla. Ça, on l'a pas. Ce qui pose quelques problèmes aussi, des fois. On verra ça plus tard. C'est fonctionnel. C'est-à-dire, un langage est fonctionnel quand les fonctions sont des objets de premier ordre. C'est-à-dire que vous pouvez... ce que vous pouvez passer en argument à une fonction, ce que vous pouvez manipuler comme objet du langage, ça comprend aussi les fonctions elles-mêmes. Donc il y a des fonctions qui peuvent prendre des fonctions en paramètres, des fonctions qui peuvent retourner des fonctions. Vous pouvez avoir des fonctions qui retournent des fonctions qui elles-mêmes retournent des fonctions. Vous pouvez aller aussi haut que vous voulez. Et c'est inclus dans la sémantique du langage. Il y a une différence que j'aime bien expliquer entre les langages fonctionnels et les langages impératifs. Parce que les langages fonctionnels sont plus ou moins déclaratifs, c'est-à-dire qu'ils déclarent ce que les choses doivent être. Et les langages impératifs déclarent comment les choses doivent se faire. C'est-à-dire qu'en C, quand vous lisez un entier, vous devez dire
tu dois me prendre tel pointeur, me le mettre dans telle adresse mémoire, blablabla. En Haskell, ce que vous faites, c'est que vous dites tel entier, c'est égal à ça. Point. Ça étant un truc aussi complexe que vous voulez. Ah oui. Oui. En Python, alors la question, pour si on est en train d'enregistrer, la question c'est pourquoi Python n'est pas un langage fonctionnel alors que les fonctions sont manipulables. Ce que tu manipules en Python, c'est la même chose que ce que tu manipules en C, c'est des pointeurs. Et tu manipules explicitement des pointeurs, même si c'est pas dans la syntaxe. En Haskell, c'est pas ce que tu fais. Parce qu'en Haskell, la syntaxe n'a quasi rien à voir avec comment ça tourne en dessous. Et la sémantique de Python te dit qu'une fonction, c'est un objet plus spécifiquement, mais une fonction, tu sais toujours que c'est un pointeur vers un objet. En Haskell, une fonction, c'est une fonction. Ça te va? Très bien. Ce qui est la même chose en Java. Hein. En Java 8, tu peux faire ça aussi. Mais en Java 8, tu sais que les fonctions, c'est des références vers des objets qui sont des fonctions. Donc qui ont une méthode call comme en Python. Alors, est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que fait ce code? JP, t'as pas le droit. Quelqu'un sait? Levez la main, criez. Il y a des gens qui sont en plus qu'un G1 ici? Ça, vous l'avez déjà vu. C'est un quicksort. Je sais pas, j'ai copié-collé, hein, je m'amuse pas à recoder des quicksorts en C pour le fun. Donc oui, c'est un quicksort. Donc c'est assez fun. Il y a plein de trucs. Regardez, là on a un tableau, on sait pas quelle taille il fait. C'est ultra fun. Là on a des assignations, là on a des accès tableau, on sait pas si ça va faire, blablabla, blablabla. Bon, c'est du C classique quoi. Ça risque de péter à tout moment. C'est génial. Ça c'est la même chose en Haskell. Il n'y a pas d'accès tableau, il n'y a rien. Là, on dit juste, donc c'est en lien avec ce que je vous disais sur la manière de faire qui est déclarative. Quand on veut trier une liste vide, ça donne une liste vide. Quand on veut trier une liste qui est constituée d'un pivot suivi d'une liste, alors on met notre élément au milieu, on sort ce qu'il y a avant, on sort ce qu'il y a après, et ce qu'il y a avant et après, c'est la liste filtrée de ces éléments qui sont inférieurs au pivot, et la liste filtrée des éléments qui sont supérieurs au pivot. Point barre. Question. Là, sémantiquement, tu fais deux passes. Dans la vraie vie, il va tout rassembler en un seul coup et il fera qu'une seule passe. Mais ça, c'est implementation spécifique. Ça veut dire que si tu prends GHC1, il va faire certainement plein de passes en plus et ça va être ultra lent. Dans GHC8, ce truc-là va quasiment aussi vite qu'en C. Donc, il n'y a pas de manipulation d'indices, il n'y a pas de memory management. Le seul moment où ça peut fail, c'est si votre mémoire est corrompue au runtime, donc c'est-à-dire si un autre processus vient bouffer votre mémoire, ou s'il n'arrive pas à allouer ce qu'il faut pour remplir lesser et greater. C'est-à-dire si vous n'avez plus assez de mémoire pour mettre la moitié de la liste dans votre variable temporaire, alors ça va fail. Sinon, en dehors de ça, ça marche. Et on notera aussi que ça, je vous en parlerai plus tard, mais ça marche aussi sur tout ce qui est comparable. Donc ça veut dire que le inférieur ou égal, là, c'est le inférieur ou égal générique. Donc tant que ce que vous triez, ça peut se comparer, et ben c'est triable. Et ce truc-là va trier tout ce qui est comparable. La première ligne, c'est la déclaration de type, qu'on peut appeler signature de type, ou en tête de fonction, comme vous voulez. Ce truc-là est optionnel, au passage. Ça veut dire que si vous mettez pas ça, il va trouver tout seul c'est quoi le type de la fonction. Pour ce qui est de trouver tout seul les types des fonctions, Haskell ne peut pas le faire tout le temps, pour des raisons assez complexes, notamment qui est que le système de type n'est pas décidable. Mais dans les cas simples, comme ça le fait. Mais de toute façon, c'est considéré comme une bonne pratique de tout le temps mettre un en-tête de fonction, parce que les types fournissent
un genre de documentation, la plupart du temps. Voilà. Oui. De base, non. C'est un des grands avantages et un des grands désavantages d'Haskell. Ah oui, la question c'est, ce truc-là, on sait pas, on peut pas prévoir à l'avance comment ça va perf. Enfin, qu'est-ce qui se passe si on veut avoir la complexité réelle de ce code? La réponse est, on n'a pas la complexité de ce code. On ne sait pas en combien de temps ça va tourner, parce qu'on ne sait pas comment le compilateur va l'optimiser. Et si on se base que sur des choses comme ça, le seul moyen de savoir comment ça va perf, c'est de tester et de profiler. Maintenant, deux choses. GHC, ça poutre, donc ça va souvent optimiser comme il faut. Quand ça optimise pas comme il faut, il y a moyen de descendre un peu dans le langage, dans le côté high level, high level, low level, et il y a moyen de préciser comment tu veux que tes choses soient évaluées, et il y a moyen de forcer le compilateur à évaluer ça comme tu veux, et donc que ça aille à la vitesse que tu veux. Ça répond à ta question? Donc, c'est statiquement typé. C'est tellement statiquement typé que si vous renommez un type, c'est-à-dire que si vous dites positive integer est égal à integer, vous ne pouvez pas ajouter des entiers et des entiers positifs. C'est à ce point-là, il faut faire des fonctions de conversion. Donc, vous ne pouvez pas ajouter n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est-à-dire 1 plus A, ça ne marchera pas. 1 plus 1.0, ça ne marchera pas de base. Ça peut marcher parce qu'on a des fonctions de conversion automatique dans la bibliothèque standard. Et globalement, quand vous appelez des fonctions avec des arguments qui ne sont pas du bon type, il va vous le dire. Donc ça c'est classique, c'est pareil qu'en Camel, c'est pareil qu'en C++ la plupart du temps. Voilà. Alors, la laziness, donc la paresse du langage, c'est une des grandes features de Camel, de Haskell, pardon. C'est le grand point marketing d'Haskell, c'est le truc qui fait que Haskell c'est ultra particulier rapport à Camel ou rapport à Agda par exemple, c'est que c'est un langage paresseux. Un langage est paresseux quand les valeurs sont évaluées uniquement quand elles ont besoin. Par exemple, undefined, c'est une valeur qui est définie, qui est hardcodée pour tout le temps fail. Si on évalue undefined, on fail. C'est utile dans plein de cas. Et c'est une valeur qui est de tous les types. C'est un genre de trou dans le système de type pour qu'on puisse pour faire du debug ou n'importe quoi. Si par exemple je définis une liste qui est 1, 2, 3, 4, undefined, undefined, et si je demande le troisième item de la liste, eh ben ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que pour trouver le troisième élément de la liste, il suffit de regarder les 3 premiers éléments et pas ceux d'après. Donc sachant que par exemple en C++, il aurait évalué toute la liste et ensuite il aurait été chercher le troisième élément. Là non, il va les évaluer un par un jusqu'à trouver celui qui est au bon endroit et il va le renvoyer. Ça c'est une des propriétés cool de la paresse. La deuxième propriété cool, c'est qu'on peut faire des listes infinies et plus généralement des types infinis. Donc ça c'est une liste qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à l'infini. Et elle peut être infinie parce qu'on ne va jamais l'évaluer. Ou en tout cas, on évaluera ces éléments que quand on aura besoin. Donc si par exemple vous la printez, vous allez avoir une boucle infinie, parce que ça va essayer de printer une infinité d'éléments. Mais si vous voulez par exemple ici, prendre les 10 premiers éléments de cette liste infinie, bah, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est tout. Il ne va pas bugger, parce qu'il n'essaiera pas d'évaluer le reste de la liste. Et donc ici on a le même exemple. Ici on essaye de prendre le 10 millième élément de la liste infinie, ça nous renvoie 10 001. Ça fait normalement. Ça va? Oui. On me demande si le temps d'accès est constant. Dans une liste, non. Ça c'est des listes doublement enchaînées. C'est littéralement des listes comme on les voit en cours d'Elgo. On a des tableaux aussi. Mais les tableaux c'est un peu plus compliqué à gérer, surtout dans un langage où il y a de la paresse. Donc on en
je pourrais vous en parler plus tard si vous voulez. Pour l'instant, on va se borner aux listes, parce que les listes, on a beau dire ce qu'on veut sur les temps d'accès, la plupart du temps, ça fait ce qu'on veut. Donc j'en parlais tout à l'heure, toutes les propriétés qu'on a vues font que on n'aura pas de side effects si on veut pas en avoir. Donc, par exemple, si on a une fonction count qui prend une liste en paramètres et qui renvoie un entier, on va lui envoyer une liste, ça va nous renvoyer un entier. Alors à moins que dans la liste il y ait undefined ou ce genre de choses et qu'on en vienne à évaluer undefined, ce truc-là ne faillera jamais. Et si on lui envoie tout le temps la même liste, il nous renverra tout le temps le même entier, grâce à la transparence référentielle dont j'ai parlé plus tôt. Si en C, on a un truc qui nous renvoie un int et qui prend une liste en paramètres, bon, bah, ce truc-là peut faire n'importe quoi, on ne le saura pas. En tout cas, on ne le saura pas à la compilation. Ça pourra lancer une exception, ça pourra modifier des variables globales, ça peut foutre le feu à ton PC, je sais pas, ça peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Et donc ça, c'est pas cool, évidemment. Par contre, en Haskell, on peut faire de l'IO quand on veut, c'est-à-dire quand on va le décider. Et sachant que sans IO, évidemment, on ne peut pas écrire de programme. C'est logique, parce qu'à un moment donné, il faut que le programme interagisse avec le monde extérieur. Mais, la plupart du temps, tout ce qu'on fait avec un programme, ça se résume à un tout petit peu d'IO et beaucoup de calculs. Et ben, en Haskell, ce qu'on peut faire, c'est mettre les calculs sous cette forme. Donc des calculs qui prennent des valeurs de type A, qui renvoient des valeurs de type B. Et l'IO, on l'a fait à un seul endroit, et donc c'est contrôlable. Beaucoup plus contrôlable que ce genre de choses. Et il y a Simon Peyton-Jones, qui est un genre de gourou en Haskell, qui a dit que Haskell, c'est le langage impératif le plus fin du monde, finest, le plus subtil, le plus... Bon, je ne sais pas. Bon, bref, en gros, ça fait les mêmes choses qu'en impératif, mais c'est plus joli, c'est plus contrôlé. Et puis, rappelez-vous, c'est un langage swag, donc ce sera de toute manière swag. Ça, on va voir tout ça, ça a l'air très abstrait, et puis c'est pas naturel pour des devs de dire ouais, l'IO, j'ai pas envie que ça arrive, ou j'ai envie que ça arrive. Contrôler l'IO, c'est un concept qui est pas vraiment familier. Mais une fois qu'on y a goûté, on n'en part plus de ce truc-là. Pour résumer. Donc, Haskell, c'est chaud. C'est très très chaud. Enfin, je dis ça, je vais le répéter tout le temps parce que les gens se rendent pas compte à quel point c'est dur de faire du Haskell correctement et à quel point la courbe d'apprentissage est vraiment vraiment hardcore. Mais c'est utilisé dans le monde réel. J'ai déjà eu des offres de stage pour des gens qui font du Haskell. Donc ça a été en C++, le langage il est défini par un comité qui ne se préoccupe pas vraiment de la sémantique du langage. Sauf récemment, avec C++ 14 et 17, où ils ont un peu bossé dessus. Mais sinon, C++, ça a été fait pour... en gros, c'est du C avec une couche d'orienté objet dessus. Point barre. Et on se démerde pour que ça matche. Haskell, ça a été... la sémantique du langage est développée en même temps que l'implémentation du langage. Ça veut dire que, par exemple... quelqu'un qui veut rajouter une feature doit justifier que cette feature rentre dans le système de type, que cette feature rentre dans la sémantique du langage, et que cette feature sert à quelque chose, mais ça c'est partout. Donc le langage possède des propriétés qui sont majoritairement prouvées mathématiquement, et qui sont vachement cool. Vous verrez des exemples plus tard quand on verra les monades par exemple. Le langage est safe, grâce à la transparence référentielle et au fait qu'on peut contrôler l'IO. La plupart du temps, parce qu'à un moment donné, on peut pas faire un langage pur qui marche, c'est pas possible. Mais disons qu'ils ont limité au maximum les endroits où ça pouvait fail. Le langage, on peut raisonner avec, c'est-à-dire qu'on peut, comme on a la transparence référentielle, on peut raisonner. En ce sens, on peut faire de l'algèbre en fait avec le langage. D'ailleurs, les types forment une algèbre. Je vous en parlerai après. Mais disons qu'on peut faire des maths avec nos programmes. Et ça, c'est vachement bien la plupart du temps. C'est performant. C'est quasi aussi performant que du C++, la majorité du temps. Et c'est linké statiquement, ce qui veut dire qu'une fois que vous compilez un truc pour une archi, vous pouvez lancer le programme sur n'importe quelle instance de cette archi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir plein de lib installés, blablabla. Vous prenez vos exécutables, vous le changez de PC, ça marche aussi.
Ce qui est un des points très très importants de l'implémentation d'Haskell qu'on a en ce moment. Parce que pour mettre en prod un exécutable qui est lié statiquement, vous faites un SCP, vous le lancez sur votre prod et ça marche. Et ça, c'est vachement bien. Mais il y a des... Donc en dehors de tout ce que vous avez pu imaginer ou ce que j'ai dit avant, il y a aussi pas mal de points négatifs. La gestion des strings et plus généralement des chaînes, des listes d'octets ou des groupes d'octets, c'est infernal parce que faut faire rentrer le fait qu'une chaîne de caractères, ça peut être une chaîne de caractères, mais ça peut aussi être une suite d'octets complètement random. Ça, faut le faire rentrer dans le système de type. Il y a plein de gens qui ont essayé de le faire. Donc on a plein de libs pour le faire, on a plein de types différents pour le faire, et c'est assez compliqué. Les records sont dégueulasses. On pourrait s'attendre à ce que les records se soient tout bien théorisés et tout. Non, pas du tout. Vous allez voir un exemple à l'atelier d'après. Quand on fait des records en Haskell, il faut s'attendre à de la douleur. L'environnement est assez disparate. C'est-à-dire que vous avez des libs, des fois, qui n'ont pas de doc, qui marchent super bien, hein, mais qui n'ont pas du tout de doc, où il n'y a pas d'exemple, ou qui ne sont pas maintenus, et on ne le sait pas. Et disons qu'il faut faire très très gaffe à ce qu'on importe, et comment on définit nos projets et tout. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ce thread Reddit, où il y a plein de gens qui disent pourquoi Haskell ça pue. Donc je vous engage à aller le voir, c'est très intéressant, j'ai appris des choses en allant le voir. Et puis c'est bien quand vous commencez un langage de savoir pourquoi vous ne devriez pas coder dedans. Je pense que c'est aussi intéressant que de savoir pourquoi vous devriez coder avec. Voilà. Donc, avant d'attaquer la partie suivante, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ce serait le moment. Non? Tout le monde a tout compris? Enfin, j'ai pas montré de code encore, en gros, mais tout le monde a compris tous les principes à peu près? On va dire que oui, hein. Ok. Donc feature tour. Alors là, c'est le moment où ça va faire mal. Ça va aller super vite. Je vais couvrir que quelques points qu'on voit dans... En gros, je vais vous faire un tuto de Haskell en accéléré. Et si jamais il y a un truc qui vous paraît super intéressant et que vous voulez que je développe, soit vous me posez la question, soit on verra après la conf. Et je me ferai un plaisir de vous expliquer ça. Ce sera la fête. Donc c'est parti. Donc c'est le retour du map et du reduce. C'est les deux fonctions qu'il faut coder en priorité quand on fait du fonctionnel. Une fois qu'on a recodé ça, tout se recode à partir de ça. Donc ça c'est un map. Donc, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, map f sur une liste de valeurs, c'est juste f appliqué à chacune. C'est la liste constituée des éléments auxquels on a appliqué f. Jusque là pas de souci. Dans la syntaxe Haskell, ça veut dire map est de type une fonction de A vers B qui va appliquer, enfin, c'est une fonction qui va prendre en tout une fonction de A vers B, une liste de A, et qui va envoyer une liste de B. Le fait qu'il y ait des flèches pour indiquer les types, ça vient du fait que c'est du lambda calcul. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez juste à savoir que les n-1 premiers termes, c'est les arguments, et que le dernier terme, c'est le retour. Parce que après, ouais non, je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Bon bref, on a argument 1, argument 2, retour. Donc, mapper n'importe quoi sur une liste vide, ça donne une liste vide. Mapper f sur une liste constituée d'un élément et d'une liste, c'est f de x, auquel on ajoute map f sur le reste de la liste. C'est relativement simple, c'est tout déclaratif, c'est vachement beau. Et vous remarquez que les fonctions sont définies comme en maths. C'est-à-dire que notre disjonction de cas sur la forme de la liste, elle se fait au niveau même de la définition de la fonction. C'est-à-dire de si on map sur tel type, ça donne ça. Si on map sur tel type, ça donne ça. Ok? Le fold, il est codé tout à fait normalement comme ça. C'est le même principe. On prend une fonction, on prend une graine, on prend une liste de valeurs et on renvoie un truc du même type de la graine, du même type que la graine. Un fold, ça se code comme ça, généralement.
Et il y a juste ça qui est intéressant. Ça, c'est pour déclarer une variable temporaire. Vous noterez que c'est la même chose qu'en maths. Vous, vous définissez un objet et vous dites où A est égal à ça, où A est égal à ça à la fin des définitions. Bah, c'est exactement la même chose dans Haskell. C'est un des trucs qui font qu'on voit que ça a été fait par des matheux. Et pour un petit exemple, si on map plus 1 sur la liste qui va de 1 à 10, bah, ça donne la liste de 2 à 11. Et si on fold, donc si on reduce, c'est la même chose, fois sur la liste qui va de 1 à 10 avec pour graine 1, donc ça va faire 1 fois 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à 10. Donc ça donne ce joli nombre. Voilà. Des questions? Non, très bien. Si, non, ok. C'est un langage fonctionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les fonctions sont des objets de premier ordre. Ça ne marche pas bien. Merci Cobin, t'es un amour. Allô? Ouais, ça marche mieux, c'est cool. Donc, si on définit une fonction add qui prend un entier, un deuxième entier et qui renvoie un entier et qui fait la somme des deux, alors, voilà, c'est génial, on a défini l'addition. Mais ensuite, si on veut prendre une fonction qui ajoute 1 à chacun de ses arguments, eh ben on peut dire que add1a, c'est add1a. Jusque-là, pas de souci. On réutilise la fonction qu'on a définie là. Et on peut aussi dire que add1, c'est add1. Et ça, c'est un gros truc de la programmation fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle une application partielle. À savoir que, ici, si on remplit que le premier argument, eh ben on se retrouve avec une fonction de cet argument-là vers ce retour-là. Est-ce que je suis clair? Ok, très bien. Ça s'appelle du point freestyle parce que on aurait pu écrire cette fonction comme ça, à savoir add1x est égal à add1x. Et ici, le a disparu avec une application partielle. Et en fait, ça s'appelle point free parce que les types, c'est des espaces. Donc ça, c'est l'espace des entiers, et ça, c'est des fonctions de l'espace des entiers vers l'espace des entiers. Et en fait, là, on n'a pas explicitement utilisé de points appartenant à cet espace. C'est pour ça que c'est point free. Voilà. Et on peut coder, littéralement, la composition de fonctions. C'est-à-dire que f.g, ça va être f.g de x, ça va être f de g de x. C'est comme en maths, c'est la même chose. Faut juste que le type des fonctions match, parce que c'est statiquement typé. Oui. Oui, c'est ça. C'est la manière, la syntaxe Haskell pour définir des opérateurs. C'est aussi la syntaxe pour définir des opérateurs unaires, ce qui est très chelou, parce que c'est vachement ambigu. Mais pour l'instant, on va considérer que c'est la manière qu'on a pour définir des opérateurs binaires. Ensuite, ça c'est fun. Comme on est statiquement typé, on a ce qu'on a... Des gens ont déjà fait du camel ici. Oh, c'est la fête. Bon, en camel, vous avez ce qu'on appelle des types algébriques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le type option. Il n'y a que ce type-là qui est connu en camel en fait. Bon voilà, ça c'est l'équivalent du type option, mais en Haskell. Alors, on dit que quelque chose est dans maybe si ce quelque chose est soit rien, soit just une valeur d'un type A. Et tout ça, ça donne un type qui s'appelle maybe A. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un paramètre de type. Donc ça veut dire on va pouvoir instancier ça pour des maybe int, des maybe float, des maybe quelque chose d'autre, tout ce qu'on veut. Et on peut y penser comme des unions C. C'est-à-dire ce serait des unions, et ça ce serait des pointeurs. L'union, ce serait soit un genre de valeur hardcodée, soit un pointeur vers autre chose. Et d'ailleurs, dans le runtime, c'est implémenté comme ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Déjà, ça a une valeur sémantique. Ça, en fait, une valeur de type A,
c'est une valeur de type A. Une valeur de type maybe A, c'est comme un calcul qui donne A, mais qui peut rater. On pourrait par exemple penser à la division par 0, qui renverrait un maybe A, qui renverrait nothing si on divise par 0, et just le résultat du calcul, si jamais ça marche. Et c'est une bonne manière d'encoder des calculs qui peuvent rater. Et ici, par exemple, on voit que la syntaxe Haskell permet de faire des disjonctions de cas sur toutes les branches d'un type algébrique. Et c'est comme ça qu'on les manipule généralement. Au passage, à la différence de Camel, les constructeurs de type, comme ça, c'est des fonctions. C'est-à-dire les branches du type algébrique sont des fonctions. Donc just ici, ça va être une fonction qui va prendre un élément et qui va l'emballer dans un maybe. Donc par exemple, si on fait just 1, ça va renvoyer un maybe int. Voilà. Et on notera que nothing, du coup, n'apporte aucune information de type, parce qu'il n'a aucun élément embarqué d'ici. Donc nothing est de type for all A, maybe A. Ça veut dire que ça peut être de tous les types en même temps. Non, c'est genre des types quantiques et tout. Enfin, bon. Ça s'appelle du polymorphisme, et c'est vachement bien. Les type classes, ça c'est une autre construction Haskell. Donc ce qu'on a vu, c'est les constructions basiques, les fonctions. On a vu les types algébriques. Maintenant, la troisième grosse construction, c'est les type classes. Les type classes, donc ça s'appelle des classes, mais ça ne devrait pas trop s'appeler des classes. Ça devrait plutôt s'appeler des interfaces, parce que les type classes, ça définit un contrat qui est constitué d'une liste de méthodes qui sont appelables sur un type en particulier. Ici, on voit la classe show qui dit que si quelque chose remplit le contrat show, donc si un type A remplit le contrat show, alors il existe une fonction show qui prend un A et qui renvoie un string. C'est comme des contrats. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des prototypes en JS, des interfaces en Java ou des interfaces en Go, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est plus puissant, évidemment. C'est évidemment, enfin, tout l'écosystème logiciel Haskell est basé là-dessus, parce qu'on a des classes pour tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'on fait des conversions de type implicites pour éviter, par exemple, en camel, pour additionner deux floats, vous devez faire plus point. Ça, c'est relou. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de type class en Haskell, en camel, mais c'est un autre sujet. Et bah, par exemple, point, c'est défini comme une opération dans une classe qui s'appelle num. Et donc, num représente un contrat que doivent respecter tous les types qui se disent numériques. Ce qui fait que, par exemple, on peut additionner des entiers et des flottants parce que quelqu'un, quelque part, aura défini la manière exacte dont doivent s'additionner les entiers et les flottants. Et c'est toujours statiquement situé. Je ne sais pas si vous commencez à voir la puissance du truc. Un autre truc, c'est les classes toJSON et fromJSON. Et en gros, si un type respecte le contrat donné par toJSON, c'est un type qui sera sérialisable en JSON. Jusque-là, rien de fou. C'est juste une interface comme sérialisable en Java. Sauf que le point cool, c'est que ces classes-là, les implémentations des contrats fournis par ces classes-là peuvent être dérivées automatiquement par le compilateur. Ça veut dire que vous avez de la sérialisation, désérialisation, statiquement typée, automatique. Là, normalement, votre cœur bat 2 fois plus vite, et puis vous dites oh, « Ok, c'est bon, je vais faire du Haskell. » Non. Ok, bon, c'est pas grave. On va parler de quelques type classes qui sont assez célèbres et qui sont vachement utiles. Il y a la classe functor qui représente, donc si un type implémente functor, c'est un type qui est mappable. Donc vous vous souvenez de map qui représente l'application d'une fonction à l'ensemble des éléments d'une liste. Et bien là, c'est la généralisation du map, qui s'appelle le fmap, qui en fait applique une fonction à tous les éléments à l'intérieur d'un type. Donc, par exemple,
map, ça marche pas sur les arbres. Par contre, vous pouvez implémenter fmap sur les arbres. Vous pouvez implémenter fmap sur les graphes. C'est comme ça qu'on fait des graphes en fonctionnel d'ailleurs. C'est avec des graphes inductifs et tout. C'est vachement fun. Mais ça marche pas. Bref, fmap, c'est pour mapper des fonctions sur des valeurs qui sont dans des types. Sachant que f ici, ça peut être maybe, f ça pourrait être list, f ça pourrait être tree ou graph, n'importe quoi. Et donc pour les listes, l'instance de foncteur pour les listes, c'est juste map. Enfin, le contrat, c'est faut que ça implémente fmap, et list remplit ce contrat en disant que fmap c'est map. Ou le tada. Donc ça, c'est du Haskell parfaitement valide. Hein. Tout ça, c'est légal et c'est comme ça que c'est implémenté dans la lib standard, au passage. Je trouve ça beau, non Ok. Ensuite, monade. Si vous avez déjà vu des mentions de monade quelque part, vous savez que c'est quelque chose qui fait peur. Alors ça fait pas peur, parce que les monades, c'est juste des burritos. Les monades, c'est un truc compliqué en maths, mais dans notre cas, les monades, en fait, c'est juste des conteneurs un peu intelligents, sur lesquels on peut appliquer des calculs. Donc ça veut dire, je peux mettre une valeur dans une monade. Et ça veut dire, je peux prendre... Tiens, il manque un M ici. Normalement, il y a un M. Donc je peux prendre une valeur dans une monade, lui appliquer une fonction qui se passe dans une autre monade, et ça va me renvoyer une valeur dans une monade. Voilà. L'idée, c'est juste que les monades, ça va être soit des conteneurs, soit des contextes, qui sont la même chose, sémantiquement parlant. Et ça, donc ce qui s'appelle l'opérateur bind, ça va être comment on va faire pour appliquer une fonction à une valeur qui se trouve dans un contexte. Je m'explique. Par exemple, vous vous souvenez de maybe. Maybe, c'est une monade, en ce sens que vous pouvez mettre une valeur dans la monade maybe. Ça veut dire, si je veux mettre 1 dans maybe, vous faites just 1. Si vous voulez bind deux calculs sur des choses qui sont dans la monade maybe, et ben, en fait, vous avez juste envie que si vous appliquez un calcul sur nothing, ça fasse rien, et si vous appliquez un calcul sur just quelque chose, le calcul soit appliqué à ce quelque chose. Simplement. Mais ça, c'est qu'une des utilisations des monades. En vrai, il y a plein de trucs qui s'expriment comme des calculs monadiques. Il y a un papier là-dessus, de Eugenio Moggi, qui est très bien, qui est très compliqué à lire, mais qui dit, ouais, regardez, vous pouvez faire de l'impératif avec des monades, vous pouvez faire du réseau avec des monades, vous pouvez faire de la programmation non déterministe ou du backtracking, tout ça avec des monades. Et le fait que ce soit une type class, ça fait que tout ce qu'on a comme fonction high level sur les monades, par exemple, on pourrait vouloir appliquer n fois une fonction sur une valeur monadique, ça dépend pas de la monade, et ben ça on peut l'exprimer juste avec une définition générale de ce qu'est une monade et une définition générale de ce qu'il y a dans la monade. Si ça n'a pas du tout de sens pour l'instant, ça en aura plus tout à l'heure, je le promets. Alors ça, c'est de la magie. Le do là, donc tout à l'heure on a vu que f x est égal, c'est la manière dont on définit une fonction. Le do, ça se déroule comme ça, c'est du sucre syntaxique. C'est juste pour faire des calculs monadiques plus facilement. Ce truc-là, en fait, si vous suivez ça et que vous relisez ça, vous vous apercevez qu'en fait, ça génère des triplets pythagoriciens. On dirait pas comme ça, hein, mais en fait, une liste, on peut considérer que c'est une monade qui encode le fait qu'un calcul puisse avoir plusieurs résultats. Donc ici, on va mettre dans A un calcul vide qui renvoie tous les résultats de 1 à n, dans B un calcul vide qui va prendre tous les résultats dans A et qui va générer une liste de A plus 1 à n. Donc en gros, ça va être une liste. Ça va être une liste de listes. Ça va être les résultats de 1 à n. Et on va renvoyer une liste
qui contient ABC, si et seulement si ça respecte cette propriété-là. Et je suis en train de m'apercevoir que c'est un très mauvais exemple à dire à l'oral, parce qu'on ne comprend absolument rien. Donc c'est quelque chose que je vais passer, que je vous montrerai et que je vous écrirai au tableau tout à l'heure. Bon, bref, tout ça pour dire que ça, si vous essayez de le faire dans un autre langage, ça ne marchera pas. Et que là, ça marche. Et c'est la fête. Voilà. Ok. I/O. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on peut contrôler où on fait de l'I/O. Et c'est avec cette monade-là qu'on le fait. Tout ce qui se passe dans la monade I/O, ça peut avoir des side effects. Donc, si on veut afficher quelque chose à l'écran, on va prendre une string et on va faire quelque chose dans I/O. Donc là, ça va rien renvoyer parce qu'on ne va pas calculer de valeur percée. Si on veut récupérer le contenu de l'entrée standard, ça va être une valeur dans I/O qui va être une string. La string qui arrive sur stdin. Si on veut sleep, ça va être un I/O, parenthèse, parenthèse, parce qu'on ne calcule rien, mais ça a un side effect. Et main, c'est le point d'entrée de tous les programmes Haskell, parce que j'ai pas mentionné de point d'entrée tout à l'heure. Et ça, main, c'est une fonction qui doit avoir le type IO, parenthèse, parenthèse. Ce type-là s'appelle void, parce que c'est un type qui n'a qu'un seul habitant, qui est lui-même. Voilà, ça a un nom, c'est IO void. Voilà. Et cette monade, en fait, on peut lui appliquer le bind, comme j'ai vu tout à l'heure, on peut lui appliquer le do, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut lui appliquer le fmap aussi, parce que IO, c'est aussi un foncteur. En fait, toute monade est aussi un foncteur, mathématiquement parlant. Du coup, en fait, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ça peut s'appliquer aussi ici. Et c'est ça qui va nous permettre de faire des side effects. Donc, afficher des choses à l'écran, demander des choses à l'utilisateur, afficher un timer quelque part, faire des appels réseau. Voilà. Alors, c'est le moment où il va falloir me poser toutes les questions que vous voulez. S'il y a des choses pas claires, il faut me demander maintenant, parce que là, on attaque les trucs de barbu. Oui, une question. Alors, le contrat d'une monade, donc un type est une monade si tu peux mettre des valeurs dedans et bind de cette manière-là avec... Enfin, si une monade, tu peux embed des choses dedans, et si tu as une valeur qui est dans ta monade, une fonction qui prend des valeurs de ce type et qui renvoie des valeurs du type B dans cette monade, alors tu peux l'appliquer dessus pour avoir un truc de type B dans ta monade. Alors, ici la monade c'est list. Le return c'est juste c'est une fonction singleton. Donc return 1, ça te renverra une liste constituée du seul élément 1. Et le bind, c'est un concat-map. Si on regarde les types et qu'on remplace ça par des listes, donc ici, il ne faut pas oublier que c'est MA, hein, c'est pas A, je me suis trompé. Donc ici, ce serait bind appliqué aux listes, donc si ici on a une liste, c'est liste de A, ça prend une fonction de A vers une liste de B, et ça envoie une liste de B. La seule fonction qui fait ça, et qui a un sens, c'est concat-map. C'est-à-dire qu'on va mapper cette fonction-là sur toutes les valeurs de A, ça va nous donner une liste de listes, et à la fin on les concate pour que ça nous donne une liste de B. Ça a plus de sens. Donc en fait, là ce qu'on va juste faire, ça c'est en fait c'est juste une suite de concat-map enchaînée grâce à ça. Et c'est juste qu'à un moment donné, ici, au lieu de... Donc, concat-map, ça va prendre une fonction qui renvoie des listes. Dans notre... non, enfin, bind, ça va prendre une fonction qui renvoie des listes dans notre cas. Et il se trouve qu'ici, on va renvoyer des listes uniquement quand c'est des triplets pythagoriciens. Et sinon, on va renvoyer des listes vides. Ce qui fait que tout à la fin, on va se retrouver avec une liste de triplets pythagoriciens. C'est plus clair ? C'est pas forcément plus clair, mais c'est normal. Je sais pas si... Je vais revenir à mon super schéma de la mort qui tue. Voilà, toi t'en es à ce point-là. Donc là, c'est normal que ta courbe elle descende. Ok ? Et quand on verra tout à l'heure des trucs de théorie des catégories, bah, ta courbe elle va descendre par là à peu près. Ok ? Donc c'est normal. Mais ta productivité va quand même augmenter.
C'est une preuve mathématique que Haskell c'est bien. Voilà. Ok. Continuons. Non. Alors, je vais vous faire un exemple commenté. Vous risquez peut-être de pas tout suivre, mais l'important c'est que vous ayez les points principaux. Et le point principal n'est pas Haskell, c'est bien. Là, le point principal, c'est que on peut faire tel ou tel truc en Haskell. Je fais pas que vendre Haskell, je fais... Bref, on s'en fiche. Alors, en gros, on va écrire ce qu'on appelle un parseur monadique. Donc, c'est-à-dire, on va écrire un parseur qui utilise les monades qu'on a vues juste avant. C'est un truc qui est vachement idiomatique. C'est un des premiers trucs qu'on a fait avec Haskell en recherche, parce que on s'est aperçu que c'était ultra facile à exprimer dans ce langage. Et parce qu'il nous faut un exemple concret, on va parser du JSON. Donc ça, c'est le résultat final. C'est un truc que j'ai vraiment codé. Le code est disponible à côté des slides. Donc si on a une string qui contient du JSON, comme ça, donc JSON, comme d'hab, c'est des clés valeurs, peut y avoir des tableaux, peut y avoir des chiffres, et true, false et nul. Donc je remets la string ici. Donc ça, c'est évidemment, quand on veut mettre des quotes dans une string qui est délimitée par des quotes, il faut mettre des backslash partout et tout. Ça, c'est dans tous les langages. Si on affiche correctement ces strings, ça donne ça. Et si on applique notre parseur sur cette string, eh ben, ça nous donne un type algébrique. Parce qu'un parseur, qu'est-ce que c'est au final? C'est quelque chose qui prend une string non formatée et qui nous renvoie un type algébrique qui représente la structure qu'il y avait dans la string. Donc il se trouve qu'à partir d'un JSON, ce qu'on veut, c'est un arbre, littéralement. Donc là, ça nous renvoie bien un arbre avec les différents types de nœuds, soit c'est une clé, soit c'est un tableau, blablabla. Et ça nous renvoie un arbre qui est correct vis-à-vis de la string qui est passée en entrée. Et cet arbre-là est utilisable ensuite dans du Haskell classique, si par exemple, je sais pas, on pourrait vouloir faire du fmap dessus pour doubler tous les nombres ou ce genre de choses. Que sais-je. Donc comment on fait ça? Donc ça c'est le résultat final. Comment on en arrive là? Alors, l'idée, ça va être que les parseurs monadiques, c'est des parseurs unitaires. Donc on va pouvoir définir comment on parse un chiffre. Et ensuite, on va pouvoir combiner des parseurs unitaires entre eux pour dire, pour parser un nombre flottant, tu me parses plein de chiffres, tu me parses un point, tu me parses plein de chiffres, et c'est fini. C'est ce qu'on a fait par exemple ici. Pour parser un num, donc vous inquiétez pas trop des types et des noms des fonctions, parce qu'il va y en avoir plein et ça sert à rien que vous reteniez tout. Le grand principe ici, c'est que monadiquement, on va parser un ou plus de quelque chose qui sera entre 0 et 9, et on va renvoyer un élément JNUM qui va être constitué du chiffre. Donc ça, c'est pour que ça type. Le read, le concat et tout, c'est parce que des fois on a des listes, des fois on a des strings, blablabla. Le principe fondamental de ce genre de fonction, c'est que on parse n fois, enfin on parse n fois. On va mettre dans n le résultat du parsing de plusieurs nombres. Donc vous pouvez voir ça comme un 0-9 entre parenthèses étoile, si on se réfère à la terminologie des expressions régulières. On le met dans n, et ensuite on construit le résultat avec ce n. Donc, ça a l'air compliqué, mais c'est relativement simple en fait. Parse-moi plusieurs chiffres, mets-les-moi dans un nœud qui est un chiffre. Voilà. Si on veut parser un tableau, on va parser un bracket gauche, un crochet plutôt, on va parser un crochet, on va parser une liste de valeurs séparées par des virgules, on va parser une fin de tableau, et on va renvoyer un nœud de type array avec ce qu'il y a comme valeur. Oui? Ça a la même puissance. Ça a strictement la même puissance, sauf que quand tu fais du LexIAC, tu peux pas combiner tes parseurs. Enfin, mathématiquement parlant, ce truc-là a strictement la même puissance que LexIAC combiné. Ce qui peut parser du LR quelque chose. Là, j'avoue que je ne sais plus. Et en gros, ça fait exactement la même chose. Sauf que
quand tu as du LEX et du YAC, si tu définis un parseur pour du JSON et qu'un jour tes données ça se transforme en un XML qui contient du JSON, tu vas pas pouvoir t'adapter. Ici, si tu as du XML qui contient du JSON, bah, tu vas pouvoir réutiliser tout ça, donc fonction premier ordre, blablabla, tu vas pouvoir réutiliser tout ça dans ton parseur XML en disant que ok, XML c'est une balise ouvrante, un truc en JSON, une balise fermante. Et boum, ça a marché. Ok, ça te va? Donc, comment on définit un parseur? Un parseur, c'est une fonction qui prend un flux d'entrée et qui renvoie soit une erreur, soit quelque chose qu'on a parsé avec le reste du flux d'entrée. Ok, ça peut paraître compliqué au début. L'idée, c'est que par exemple, si vous voulez parser un 1 à partir d'une longue string, vous allez reconnaître un 1, donc vous allez dire « Ok, j'ai reconnu un 1 », et vous allez dire « Le reste de la string, c'est ça ». Tout bête. Ou alors vous allez renvoyer une erreur parce que quelque chose s'est mal passé. Genre, il n'y avait pas de 1 dans la chaîne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner des valeurs de ce type-là. Parce qu'il se trouve que ce type-là constitue une monade. Voilà. C'est là où arrive la magie. Au passage, either, c'est juste un type algébrique qui a 2 branches et qui est généralement utilisé pour encoder des erreurs. Donc ça veut dire que si vous avez un write, ça veut dire que votre calcul s'est bien passé, que vous renvoyez la valeur. Si vous avez un left, c'est que vous avez une erreur, et ça va être le message d'erreur ou la struct qui contient l'erreur, ou la backtrace, ou n'importe quoi. Et donc, tous les parseurs qu'on va utiliser, ça va être juste des fonctions. Une fonction qui prend un stream d'entrée, c'est pour ça que c'est un S, et qui va renvoyer soit une erreur, soit quelque chose qui a été parsé, et un stream d'entrée pour une fonction d'après, par exemple. Ça, vous n'avez pas trop à vous en occuper. C'est la partie un peu compliquée. Mais en gros, quand vous voulez dire à Haskell, dire à GHC que votre type parseur il respecte bien le contrat des monades, vous le faites comme ça. Et si vous plongez un peu dans le code, vous vous apercevez qu'en fait, quand on a left, c'est-à-dire quand on a une erreur quelque part, et ben on propage l'erreur. Et quand on veut appliquer une fonction à un parseur, ben on l'applique que si on a réussi à parser quelque chose. Ce quelque chose, on applique la fonction dessus, et c'est reparti. J'ai mis 20 minutes à l'écrire ce truc-là. Donc si vous mettez 20 minutes à le lire, c'est normal. Pour m'en sortir avec les types, j'ai un peu galéré. Tout ça pour dire que notre type parseur est une instance de monade, et donc on va pouvoir utiliser la do notation, comme je vous ai montré tout à l'heure. Oui. Très bonne question. Le dollar, c'est l'application de fonction, mais avec une associativité à gauche. Il faut savoir qu'en Haskell, l'application de fonction, c'est l'opération qui est la plus prioritaire. C'est-à-dire que, en dehors de s'il y a des parenthèses, l'application de fonction prendra toujours le pas sur n'importe quel auto-opérateur. Le dollar fait que ce qui est à gauche, ce sera appliqué à tout ce qui est à droite. Donc le dollar a la plus faible priorité. Et ça fait qu'on peut éviter les parenthèses dans tous les sens ici. Sinon, on aurait dû mettre une parenthèse là et une parenthèse là. Okay. Donc, pour écrire un parseur, donc un string parser, c'est le type que je vous ai montré tout à l'heure, mais appliqué à des strings. Donc on remplace les paramètres de type par string partout. Pour écrire un truc qui reconnaît un mot en particulier, donc un mot W, ça va juste être une fonction qui va prendre les n premiers caractères du flux d'entrée, matcher ça au mot qu'on veut. Si c'est bon, alors on renvoie le mot ainsi que le reste du flux d'entrée. Sinon, on renvoie on n'a pas réussi à parser ton mot. Et donc, petit exemple ici. Si on n'arrive pas à parser allo, donc on renvoie un left. Et si on arrive à parser allo, on renvoie un right avec allo, parce que c'est ce qu'on a parsé. Et le reste, et comme il ne reste rien, on renvoie une string vide. Tout à l'heure, je vous ai montré l'opérateur list, enfin l'opérateur d'indexation dans les listes. Ça, c'est un autre opérateur qui en fait va
prendre deux parseurs, et en gros, ça va tester le premier. Si le premier ne marche pas, ça va tester le deuxième. Si ça ne marche pas, ça va renvoyer un left. Donc c'est pour implémenter un choix dans un parseur, et c'est l'opérateur OU dans les expressions régulières. Donc c'est assez... Le code, on s'en fout un peu, mais l'exemple est assez clair. On essaye de parser allo ou foo, ici ça marche. On essaye de parser allo ou foo, ici ça marche, mais avec foo, et donc on renvoie ce qu'on a parsé avec le reste de la string. C'est un OU exclusif, parfaitement, comme en expression régulière. C'est le premier choix qui match, parce que sinon ce ne serait pas déterministe. Ok, ça c'est tout plein de combinateurs qui vont faire que, par exemple, ici, ça va être l'extension de notre choix, mais à une liste de parseurs. Donc, en fait, c'est un reduce. Tout s'exprime avec reduce. One-off, ça va essayer de parser un à un les éléments d'une liste. Donc, par exemple, pour parser un chiffre, tout à l'heure, on a fait one-off, la liste qui est constituée des strings de 0 jusqu'à 9. Ça se code comme ça aussi. Many, ça va parser autant de fois qu'on peut un certain parseur. Ça veut dire que si on utilise many avec le parseur qui reconnaît foo, si on a foo, ça nous renverra une liste de strings qui va être foo, avec le reste de la string à la fin. Et tout ça se code avec du pattern matching basique. Il faut juste que ça type. Une fois que ça type, ça marche. Et many one, ça reconnaît une ou plusieurs fois un parseur. Donc si on fait many one foo, il faut qu'il y ait au moins un seul foo, sinon ça fail. Many, si on a 0, c'est pas grave. Ça va juste renvoyer une liste vide. Ok. Comment on parse du JSON du coup avec tout ce qu'on a fait? Donc on va avoir une input string qui va être une string finie qui va être un JSON sérialisé. Et ce qu'on veut retourner, on ne veut plus retourner des strings, parce que tout à l'heure on retournait des strings, mais là ce qu'on veut retourner, c'est des éléments d'un arbre, donc des nœuds d'un arbre. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu la grammaire de JSON, c'est tout bête. C'est une valeur et soit ça, soit ça, soit ça. Voilà. Une valeur, c'est soit une string, soit un numéro, soit un objet JSON en entier, soit un array, soit true, soit false, soit nul. Un array, c'est une liste de valeurs. Une clé, c'est une string. Un object, c'est une liste de clés-valeurs. Et voilà, on a défini tout JSON. Donc nous, on voudrait à la fin de notre parsing, on voudrait des valeurs de ce type-là. De ce type-là en particulier. Comment on fait ça? Pour parser un object, on va parser une accolade gauche, on va parser une liste de clés-valeurs, on va parser une accolade droite, et on va retourner JObject dans lequel on met la liste de clés-valeurs qu'on a trouvée. Et KV, c'est un petit parseur qui va parser un couple clé-valeur. Donc une string suivie de 2 points, suivie d'une valeur, et ça va envoyer un couple avec une clé et une valeur. C'est vraiment tout bête. Et many step by, c'est many KV séparé par un parseur qui parse le séparateur. Okay. Et donc on s'en fiche du type pour l'instant parce que c'est des alias de type pour que ce soit plus joli, mais je suis pas sûr que ça paraisse vraiment plus joli à vos yeux. Donc on s'en fiche. Pour parser une valeur, on utilise l'opérateur de choix qu'on a implémenté tout à l'heure. Donc une valeur, c'est soit une string, soit un num, soit un object, soit un array, soit true, soit false, soit nul. Voilà. Et ça, c'est le truc que tu peux pas faire avec l'Exaiac. En tout cas, pas facilement. Là, c'est une liste des... Je vous ai remis le code, mais si vous avez bien suivi, tout se passe à base de minuscules parseurs qu'on assemble entre eux. Et voilà. Voilà. Et tout à la fin, c'est tout bête. Donc, par exemple, pour parser true, on parse le mot true, et on return le nœud de l'arbre JSON qui représente true. Voilà, c'est tout bête. Et c'est fini. Alors désolé, c'était long, c'était bizarre, c'était dur. Si vous venez au workshop, ce sera plus clair.
Si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous voulez voir tout le parseur que j'ai codé, il est à cet endroit-là. Et ce qu'on va faire pendant le workshop, finalement, ce ne sera pas de la programmation réseau. On va plus faire un petit utilitaire qui va chercher des fonds d'écran. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, on a le temps, je crois. Donc... Ouais, je crois que les gens ont fui. Quoi? Ah bon. Donc pour les survivants, oui. L'opérateur d'où? Ce n'est pas un opérateur, c'est une construction syntaxique du langage. Mais c'est un sucre syntaxique, ça veut dire que c'est en gros quelque chose qui va se dérouler en une autre valeur du langage. Et c'est pas là, évidemment. Voilà. D'où, ça va prendre toutes tes lignes qu'il y a après. Et en fait, ça va les transformer en enchaînement de bind, tout simplement. Donc par exemple, si on fait do, si par exemple on fait do x, ça revient à x. Si on fait do x suivi de y, ça revient à x, crochet crochet, qui est en fait un bind qui ne va pas s'occuper de son argument. Donc c'est juste le chaînage trivial de deux calculs. Donc do x, y, ça va être x, crochet, crochet, y. Et le point intéressant, c'est cette notation-là. Donc en fait, on dirait de la programmation impérative parce qu'on a des returns et des sortes d'assignations, mais ça n'en est pas du tout en fait. Ce truc-là, par exemple, se traduit en l'opération monadique foo que l'on bind à la fonction qui prend a en paramètre et qui fait bar, simplement. Et il se trouve que dans IO, ça donne des assignations. Mais dans d'autres monades, ça donne pas, ça change de sémantique. Mais ce qui est bien, c'est que cette notation, en fait, ne dépend pas de la monade. Dès qu'un truc est une monade, tu peux utiliser ça. Et petite remarque aussi, ce truc-là, tu peux l'interpréter, dans la monade des listes en tout cas, comme une liste en compréhension. En fait, si tu sépares ces lignes-là par des virgules et que tu mets des crochets autour, ça te donne une liste en compréhension. En quelque sorte. Plus ou moins avec des grosses lunettes. Mais c'est comme ça que sont implémentées les listes en compréhension Haskell, parce qu'on a des listes en compréhension aussi. Est-ce que ça répond à ta question? Mais ce truc-là, tu le comprends vraiment que quand tu le déroules sur papier. Très honnêtement. Et je te le déroulerai sur papier tout à l'heure, si tu veux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, hein, même des questions si j'ai mal dit un truc, si vous n'avez pas du tout compris, il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce que c'est contraignant de passer par des monades pour faire de l'IO? Oui et non. Oui, dans le sens où, quand tu fais des choses qui sont ultra lourdes en IO, il faut utiliser plein d'opérateurs comme ça. Non, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, souvent ton IO, elle est relativement localisée. Par exemple, quand tu fais un... mettons que tu fais un cat, tu recodes cat. Cat, les deux seuls IO, c'est lire un fichier et écrire sur la sortie standard. Bah, ce que tu peux faire, c'est faire A est égal à read file. Et ici, tu fais put string line, donc écrit sur la sortie standard, f de A. Et f, c'est une fonction pure qui va faire ce que tu veux sur ton fichier, sur le contenu de ton fichier. Et il se trouve que toute ta logique métier, bah, elle va être pure. Ça va être une fonction de string vers string dans ce cas-là. Pareil pour si tu veux recoder sort ou si tu veux recoder sed, c'est la même chose. Tu as deux IO à faire, autant que tes deux IO soient ultra localisés. Et comme ça, toutes tes autres fonctions, c'est des fonctions pures comme ça. Et au passage, une fonction pure se teste beaucoup mieux qu'une fonction impure. Je ne sais pas si vous avez déjà testé des trucs qui touchent à la DB en Python. Pour faire des tests unitaires là-dessus, bon courage. Alors que, pour tester ça,
Bon, bah, tu lui envoies un entier, tu vérifies que ça fait ce que tu veux en sortie, puis voilà, fini. Et je dirais même plus qu'on a des trucs en Haskell qui nous génèrent des entrées aléatoires et qui peuvent vérifier que la sortie a une propriété donnée. Et ça va générer des entrées aléatoires. Et ça va vérifier la propriété sur toutes les entrées, et donc sur toutes les sorties de la fonction. Et s'il y a un contre-exemple, eh ben, ça nous le dira. On ne peut pas faire en Python. Ou en C++ d'ailleurs. D'autres questions? J'ai répondu à ta question? Très bien. Oui? Comme dans tous les langages, il y a plusieurs conventions. Donc il y a plusieurs coding styles. Il se trouve que Haskell, c'est sensible à l'indentation, comme Python. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, ça, j'aurais pas pu les aligner à gauche. Mais par exemple, ils ont pensé, donc les concepteurs de GHC, de Haskell, ont pensé à nous, si tu veux pas que ton code soit sensible à l'indentation, ton do, tu peux par exemple mettre des accolades ici, mettre des points-virgules entre tes statements, et ça marchera aussi. C'est un peu comme tu veux. Et après, il y a quelques règles, par exemple, le where qu'on a vu tout à l'heure doit être indenté d'une certaine manière. Sinon, globalement, c'est relativement insensible. Et de toute façon, il y a... L'indentation, dans ce cas-là, te force à coder correctement, mais quand tu vas coder correctement, de toute manière, tu vas indenter correctement aussi. C'est un peu dans les deux sens. C'est pas comme en Python où ça peut se révéler relou. Tu as répondu à ta question? Très bien. D'autres questions? Non? Bon bah très bien. Merci de m'avoir écouté. Va voir nos talks précédents en cliquant sur les petites vignettes. N'hésite pas également à t'abonner et à nous retrouver sur learn.attila.org. À bientôt.